À la une ce soir. On risque d'avoir des très forts vents aujourd'hui. Il y a bien sûr un risque de tornade associé à ça. Veille d'orages violents et de tornades dans le sud du Québec. Environnement Canada veut mieux cibler ses alertes. Avec les polygones, on va circonscrire l'orage et sa trajectoire prévue, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins de suralerte. L'armée canadienne prête à intervenir pour lutter contre les feux de forêt en Colombie-Britannique. The fire behavior is rank 5, which is extremely aggressive and volatile. Et à 9 jours de la possible imposition des tarifs douaniers de 50 % au Canada, négociation cruciale à Washington. Il est 17 h, voici votre nouveau info. Bon début de semaine. Les fins de journée se suivent et se ressemblent. Il y a souvent des veilles d'orages violents un petit peu partout au Québec et c'est le cas d'ailleurs pour les prochaines heures dans le sud de la province, notamment à Montréal, mais aussi à Laval. On a aussi vécu des tornades et disons que parfois les alertes n'étaient pas nécessairement très ciblées. Et là, Juliette, il y a Environnement Canada qui veut d'ailleurs rendre ses notifications plus précises. Oui, Sabrina, dès demain, les alertes d'orages violents et de tornades vont cibler plus précisément les personnes réellement concernées par ces tempêtes. Il faut dire qu'actuellement, les alertes concernent des régions tout entières. Donc, par exemple, s'il y a un orage violent dans les Hautes-Laurentides, il y avait certaines personnes de Montréal qui recevaient une alerte d'orage violent alors qu'aucune tempête n'était passée au-dessus de leur tête. Eh bien, à partir de demain, c'est terminé avec le lancement de ce nouveau système d'Environnement Canada. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais la pluie commence à tomber. Plusieurs orages violents dans tout le sud du Québec dès ce soir. Je vous laisse écouter ma capsule. Ce qu'on attend dans le sud de la province, c'est vraiment en fin de journée, donc où là, on pourra avoir des grandes quantités d'eau qui vont tomber rapidement. On risque d'avoir des très forts vents aujourd'hui, donc des rafales 80-90 km/h qui peuvent casser des branches, qui peuvent causer des pannes de courant aussi. Encore un orage violent, diront certains, car oui, la population semble être désensibilisée par les alertes d'orages violents et de tornades. Car si ces alertes sont nombreuses, eh bien, peu de personnes en sont réellement concernées. C'est dans ce contexte qu'Environnement Canada a décidé de mieux cibler les alertes d'orages violents et de tornades. Maintenant, le météorologue va vraiment suivre en direct l'orage en tant que tel. Donc, il va dessiner une forme géométrique, donc on appelle ça un polygone de forme libre, qui va épouser la forme de l'orage et le polygone va se projeter en aval, tout dépendamment du temps de préavis que le météorologue veut donner. Donc, ça peut être une demi-heure, 1h30. Tous ceux qui vont se retrouver dans ce polygone-là, il y a uniquement eux qui vont recevoir une notification et une alerte d'orage violent. Et même si les alertes ciblées concernent seulement les orages violents et les tornades, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens et pour les chasseurs de tornades. Le ciblage, ça peut être plus intéressant et les gens peuvent faire plus attention à ces messages au lieu de, comme message très généralisé, ils se disent ça ne me concerne pas, ça concerne notre région. J'ai tendance à beaucoup sortir, à faire des activités dehors. Donc le fait de recevoir qu'on va avoir des orages, je crois que c'est quand même assez bénéfique. Dernièrement, les tornades et puis les orages sont pas mal forts de ce temps-ci. Non, ça serait une bonne idée. Ouais. Les régions étaient tellement grandes qu'aussitôt qu'une cellule orageuse, on se rappelle que ça fait au plus quelques kilomètres de diamètre, touchait une région, cette région entière était en alerte, mais 90% des gens n'ont pas d'effet de cette cellule orageuse-là. Donc là, ça va vraiment limiter les fausses alertes et aussi un peu moins désensibiliser les gens qui reçoivent tout le temps une alerte puis qu'il n'y a rien aussi. Là. Selon Julien Pellerin, on parle d'une réduction de 44% des alertes d'orages violents avec le nouveau système, tandis qu'on parle d'une réduction de 63% de la superficie des alertes pour une tornade. Ça va être encore plus important de porter attention à un avertissement, à une alerte d'orage violent ou de tornade qui en est dedans, par le fait que les notifications vont être beaucoup plus précises. En moyenne, 230 tornades sont recensées par année au Canada. Seulement l'année dernière, il y en a eu 97. Et au Québec, on parle de 5 à 7 tornades par année. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. They're leaving Canada, they're leaving Mexico, they're leaving Germany, they're leaving Japan, they're leaving South Korea, they're coming into the United States because they don't want to pay a 25% tariff on a car. So we have the largest number of plants ever being built in the United States right now.
Vous venez de l'entendre, Donald Trump qui a encore une fois vanté l'efficacité de ses tarifs aujourd'hui. Tout ça, ça survient à 9 jours de l'imposition de possibles nouveaux tarifs de 50 % par Washington à l'endroit de nombreux produits canadiens. Les négociations commerciales qui se poursuivent donc aux États-Unis. Et là, Étienne, on sent vraiment que la pression monte là, sur le gouvernement de Mark Carney. Ben oui, absolument. Alors que, on a cette épée de Damoclès. Donc, dans 9 jours, quand même, des tarifs importants de 50 % qui pourraient être ajoutés sur un tas de produits canadiens. Donc, c'est toute une pression sur Dominique Leblanc dans un contexte où on voit que M. Trump adore ces tarifs, dit que ça a permis de ramener un tas d'usines aux États-Unis, qu'il y a plusieurs usines qui quittent donc différents pays, notamment des usines automobiles, parce qu'il y a des tarifs en place. Donc, ce ne sera pas facile de le faire reculer sur ces fameux tarifs-là. Mais donc, tout un programme pour Dominique Leblanc. Il y a toute une série de rencontres cette semaine, de négociations avec des représentants du gouvernement américain. On verra si le gouvernement canadien fera certaines concessions. Un des gros enjeux, c'est notamment l'acier, l'industrie qui a été frappée de plein fouet par des tarifs. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé des nouvelles mesures pour encourager l'échange d'acier interprovincial. Le ministre McKinnon qui a annoncé ça et qui a parlé justement des négociations. Le domaine de l'acier, le secteur de l'acier, les travailleurs qui s'y rattachent, les chaînes d'approvisionnement sont l'objet d'intenses négociations qui ont lieu aux États-Unis. Nous avons été très, très clairs que nous allons appuyer cette industrie. Nous allons appuyer les travailleurs de cette industrie jusqu'au bout. Et la forme que ça prend ce matin, c'est un programme qui va aider à rendre plus compétitif, plus accessible des marchés à travers le Canada. Étienne, il y a plusieurs personnes qui craignent encore davantage de concessions là, du gouvernement Carney. On en a vu dans le domaine de l'industrie numérique, notamment. Il y a également des craintes aujourd'hui du chef du Bloc québécois concernant la gestion de l'offre dans le domaine laitier. Puis M. Poilievre, le chef conservateur, lui a été très critique lorsqu'il était de passage à Saguenay. Mais on a déjà fait une concession après l'autre pour aucun gain au retour. Alors, mon message pour M. Carney, c'est d'arrêter des concessions unilatérales. Les revendications que nous avons, c'est l'élimination totale des tarifs sur l'acier, l'aluminium, les autos et les bois d'œuvre, au retour d'offrir certaines choses dont les Américains ont besoin. Et en terminant, on change de sujet, Étienne, parce qu'il y a un homme qui a été accusé pour des menaces de mort envers Mark Carney. Oui, exactement. Marc-André Porlier serait du quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. A envoyé un courriel à un ministre fédéral dans lequel il y aurait eu ces menaces donc de mort contre le premier ministre. Il a été arrêté par la GRC, accusé. Donc, il va face à des accusations justement de menaces de mort contre le premier ministre. C'est un dossier qu'on va suivre. Merci beaucoup, Étienne. Bonne soirée. La santé mentale des jeunes se détériore. À tout le moins, c'est ce que révèle un sondage de Tel Jeunes. Et à moins de 2 mois des élections provinciales, eh bien, l'organisme presse les décideurs de reconnaître officiellement l'adolescence comme une étape distinctive. Marie-Cat Simard a plus de détails. Est-ce qu'à 15 ans, on a les mêmes besoins, les mêmes priorités qu'à 29 ans? La question se pose. Et pourtant, la politique jeunesse du Québec, dont l'objectif est d'aider les jeunes à être plus autonomes, à prendre plus leur place, englobe tout le monde qui est âgé entre 15 et 29 ans. Les adolescents de 12 à 17 ans, c'est une période de développement en grande effervescence. Le cerveau se construit, tout ce qu'on vit, c'est pour la première fois. Et ils ont des besoins qui leur sont propres, qui sont particuliers. Quand on développe des stratégies en santé, en prévention, sur la jeunesse, ça peut partir de 12 à 29 ans, mais ce n'est pas spécifique pour ce que vivent les adolescents. Les adolescents ont des besoins, puis ils veulent nous partager c'est quoi ces besoins-là aussi. On a vécu une situation en plus l'autre jour, sur le plateau, tu sais, juste genre des jeunes qui sont démunis, qui savent. On en voit tellement plus, puis ça nous a brisé le cœur. Donc juste plus d'aide, mais comme humaine dans les rues. Puis c'est ça, genre des ressources directes, que tu sens que les gens sont là pour aider les humains en souffrance et non remplir des papiers. L'ouverture d'esprit et la bienveillance, je pense qu'on en a besoin de beaucoup. Je sais que c'est difficile de plaire à tout le monde, mais je pense qu'on a besoin de bienveillance. Puis bien-être des élèves, je sais que ça fait partie aussi de l'école qui doit gérer ça. Puis quand tu dis bien-être, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Il y en a qui se sentent mal en allant à l'école, puis je pense qu'ils devraient avoir plus de ressources à aller parler. Parce que j'ai des amis qui, je pense que
sais, parce que c'est cher aussi en dehors d'école, les frais de psychologie et tout. Puis je pense qu'à l'école, si c'est quelque chose, un service gratuit, ça pourrait aider. Teljeune demande à ce que les ados soient reconnus à part entière. Et cette demande s'accompagne de chiffres plutôt préoccupants. Son premier portrait croisé des réalités adolescentes indique non seulement que la santé mentale chez les jeunes est en chute libre, mais aussi et surtout que 84 des 12 à 17 ans disent qu'ils pourraient se retenir de demander de l'aide, même devant un problème qui leur semblerait impossible à surmonter. D'ailleurs, 40 des filles disent vivre de l'anxiété chaque semaine. Et chez les jeunes LGBTQ+, cette proportion atteint 60 Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'être la voix des ados, qu'on les priorise dans nos politiques publiques, les 12 à 17 ans, et qu'on écoute ce qu'ils ont à dire par rapport à ce qu'ils vivent. Qu'il faut accorder une attention vraiment particulière pendant l'adolescence de 12 à 17 ans, alors que les jeunes vivent des changements importants. Il faut vraiment les soutenir de façon de proximité pendant cette période-là. Donc, il ne faut pas le perdre de vue. Concrètement, Teljeune souhaite bonifier l'aide qui est offerte dans les écoles, mais aussi aux services de première ligne destinés aux adolescents. À Montréal, Marc Asma pour Nouveau Info. Sur la scène judiciaire, le Montréalais Luciano Fratolin a été reconnu coupable du meurtre au 2e degré de sa fille âgée de 9 ans. La délibération du jury new-yorkais a duré moins d'1 heure aujourd'hui. Il a aussi été condamné pour avoir dissimulé le corps de la fillette. Je vous rappelle que c'est lors d'un voyage aux États-Unis en juin 2025 que le père avait signalé la disparition de sa fille Mélina Fratolin. Son corps avait été finalement retrouvé dans un marécage à 400 km de la ville de New York. Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, était de passage dans la région. Déjà une 10e visite pour lui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il en a profité pour rencontrer les médias derrière moi dans l'épicerie Alimentation Banquet de la Côte-Réserve. L'un des enjeux principaux pour cette campagne semble être le coût de la vie. Selon lui, il veut s'attaquer au prix de l'essence, mais aussi au coût à l'épicerie pour les citoyens. Le prix de l'essence s'applique à la chaîne alimentaire. C'est le diesel. Donc, quand on taxe le diesel, on taxe tous les produits qui sont transportés par camion et par train. Les provinces qui ont enlevé les taxes provinciales ont eu des économies par rapport au reste du pays. Le Manitoba, l'Alberta, l'Ontario ont tous fait ça et on voit les prix plus bas dans ces provinces-là. La Colombie-Britannique et le Québec ont gardé les taxes en place et les prix sont en conséquence beaucoup plus élevés. Lors de la conférence de presse, Pierre Poilievre en a profité pour parler de son attachement envers la région et a aussi critiqué justement la connaissance de Mark Carney sur les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et surtout quand M. Carney n'était jamais venu voir les gens de la région, ça montre un manque de respect par rapport à M. Carney envers les Saguenayens. Il a réitéré ce manque de respect l'autre jour, quand il est venu ici prendre 4 questions sans rencontrer les gens sur le terrain. Élire un conservateur comme Régis va envoyer le message que le vote des gens ici n'est pas à vendre. Je suis le seul chef qui s'est prononcé contre le décret Caribou qui aurait paralysé le secteur forestier. Je suis le seul chef qui a supporté GNL Québec et qui promet de redonner la vie à ce projet. L'enjeu du coût de la vie sera certainement au cœur des débats politiques pour cette élection partielle. L'élection aura lieu le 31 août prochain. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Protéger les familles, ça veut dire les aider à boucler leur budget à chaque fin de mois. Mon objectif, il est simple, alléger le fardeau des Québécois pour faire avancer le Québec. On vient d'entendre un extrait d'une publicité de la Coalition Avenir Québec. Bon retour de vacances, Alain, bonsoir. Bonsoir, Sabrina. Et là aussi, il y a le Parti québécois qui a dévoilé un panneau publicitaire en fin de semaine. Le Parti conservateur, la semaine passée, qui avait rendu public son slogan. Alain, on peut vraiment dire que là, la pré-campagne électorale, elle est officiellement lancée.
Oui, officiellement lancé. Les chefs ont pris des vacances bien méritées, il faut dire les vraies choses, pour être en forme, prêts pour cette pré-campagne qui est enclenchée officiellement, comme tu l'as mentionné, par ces campagnes publicitaires qui sont lancées un peu partout. Mais on l'a vu même pendant les vacances, ils ont nourri les médias. Il y a eu des annonces de candidats, candidates qui ont été faites presque à tous les 2 jours. On avait des noms qui sortaient et on sentait qu'ils étaient sur le terrain pour prendre le pouls, un peu comme le disait Mme Fréchette dans une de ses publicités, pour être à l'écoute. Ça a l'air un peu... on a l'impression que c'est comme toujours la même chose qu'on entend, mais je pense que Christine Fréchette veut faire cette démonstration-là, particulièrement dans cette publicité, pour se démarquer de l'image à la fin de François Legault qui semblait ne plus être vraiment à l'écoute des citoyens. Et si tu me permets, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé, puis on l'a vu là, dans le petit extrait là, que tu viens de partager. À la fin, lorsqu'on voit la CAQ, on ne voit aucunement le logo de la CAQ dans la signature à la fin. On ne parle que de l'équipe Christine Fréchette. Donc, c'est vraiment là l'objectif de ce gouvernement dans cette prochaine campagne électorale, de faire une réelle distinction, de ne plus parler de François Legault, de ne plus parler de la CAQ. Ça sera le travail des adversaires, d'essayer de le ramener sur le terrain, comme se tente de le faire Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, là, on veut vraiment, c'est ça, faire une coupure avec l'ancien gouvernement de la CAQ. Mais qu'est-ce que tu penses du ton qui a été adopté par les différents partis jusqu'à présent? Bien, je pense que c'est le bon ton. Là. Depuis le début de l'été, on sent qu'ils sont sur le terrain, ils veulent rencontrer les gens. On sent qu'ils veulent éviter des flèches trop rapidement parce que les gens sont tannés des campagnes de peur, sont tannés des attaques personnelles. Donc, je pense qu'en ce moment, il n'y a pas encore trop de friction entre les chefs. Donc, ils tentent de garder le sourire, d'être proche des gens sur le terrain, de montrer qu'ils sont là pour les gens et non pas que les gens sont là pour le gouvernement. Donc, on sent que cette volonté-là. Puis en même temps, bien, ils se positionnent. Si on prend le slogan, justement, de ce que le Parti québécois veut faire passer comme message, un gouvernement qui dit ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'il dit, bien, ils veulent se positionner pour dire, bien, on est différent de la CAQ et on dit le mot gouvernement. Donc, on rentre dans la tête des gens qu'on est un gouvernement en attente, contrairement au Parti libéral, contrairement au Parti conservateur du Québec. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la CAQ va se défendre avec ça, parce que quand le Parti québécois dit un gouvernement qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit, là, on regarde les statistiques du polymètre, donc des professeurs d'université qui suivent toutes les promesses électorales. La CAQ a quand même réalisé 80% de ses promesses en totalité ou en partie. Donc là, ça sera de voir qui gagnera l'opinion publique, qui réussira à faire passer son message. Le gouvernement qui dit « on a fait ce qu'on voulait » et le Parti québécois qui dit dans son cas « non, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient ». Ouais, mais là, est-ce que tu penses que le Parti conservateur pourrait venir peut-être brasser les cartes là, pendant la campagne électorale? Selon toi, ils ont quand même des grandes ambitions, là. Oui, ils ont des ambitions, puis sincèrement, je pense qu'ils réussiront ce coup-ci. Éric Duhem, dans les derniers sondages, est rendu premier dans la grande région de Québec. Quand on dit la grande région de Québec, on parle de la Rive-Sud, on pense particulièrement au dossier du 3e lien où sa position est claire. C'est un dossier qui est très clivant. On parle aussi de la Beauce et on peut se rendre jusqu'au centre du Québec où il a très bien fait dans les élections partielles. Oui, et quand on parle que les politiciens souvent veulent se rapprocher des gens, là, on va se laisser sur des images de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui qui a joué au mini-pot avec le légendaire Carl Carmoni quand même. Je pense que c'est un bon coup de sa part, ça reste à voir. Merci beaucoup, Alain, d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée. Pendant la pandémie, il fallait attendre des semaines et parfois même des mois là, avant d'obtenir une voiture. Mais là, c'est tout le contraire. Les prix sont à la baisse. Il y a un inventaire bien garni pour les acheteurs. Les Mercure nous donnent des explications. Dans les dernières années, l'industrie automobile a subi les contre-coups des ruptures de stock durant la pandémie, suivi des tarifs américains plus récemment. Tout ça a fait grimper le prix des véhicules, mais il semble y avoir un vent de changement dans les derniers mois. Et là, ce qu'on observe, en fait, c'est que là, il y a une normalisation post-pandémique, post-tarifaire dans une certaine mesure, parce que là, les constructeurs automobiles se sont ajustés. Et ce qui fait qu'on observe des changements au niveau des prix automobiles, c'est qu'il y a une mouvance au niveau des achats automobiles. Les gens achètent aussi des véhicules plus petits, ce qui fait baisser, encore une fois, le prix de la facture moyenne. Par exemple, depuis 2023, le prix moyen d'un véhicule neuf est passé de un peu plus de 66 000 $ à 63 000 $ selon les données de Auto Hebdo.
Pour les véhicules usagés, le prix moyen en 2023, évalué à près de 40 000 $, est descendu à près de 37 000 $. Chez Automobile en direct, qui détient 6 succursales de véhicules usagés à travers la province, cette baisse légère des prix est quand même intéressante pour les consommateurs. Il y a eu dans les 2 dernières années quand même des corrections de prix versus la hausse durant la COVID. Fait que là, on est revenu à un prix qui a descendu. Là, cette année, on peut dire que versus l'année passée pour la même période, on va parler peut-être de 3-4 % de moins dispendieux que l'année passée. Donc, en ce moment, c'est sûr que c'est un bon moment pour se procurer un véhicule. C'est quoi les modèles les plus populaires, là? Ça va toujours, on va rester dans les modèles qui sont plus économiques. En fait, bon, là, il y a le prix du gaz, certainement, qui fait en sorte que la demande des véhicules électriques et hybrides aussi sont en plus forte demande cette année au niveau de l'usager. Puis aussi, sinon, on va regarder, ça va être dans chaque modèle, les versions les plus économiques vont être le plus en demande. Disons, moi, je me cherche une voiture, là, mais je suis pas prête pour le moment. Est-ce qu'avec ce qui se passe sur le marché actuellement, je devrais me précipiter ou je devrais attendre? Bien, en fait, moi, je me précipiterai pas pour le moment parce que là, il va y avoir les négociations de la CEUM qui vont stabiliser encore des choses parce que là, beaucoup de constructeurs automobiles sont dans l'attente de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, on est un peu en mode patience dans l'industrie. Je m'attends à ce que si tout va bien dans les négociations, parce que c'est clair qu'au niveau fédéral, un des principaux éléments qu'on va vouloir négocier, c'est d'annuler les tarifs sur le parc, la production automobile canadienne. Donc ça, il risque d'avoir des modifications. Et si on l'annule d'un bord, ça va probablement être, on l'espère, annulé de l'autre côté aussi. Donc, moi, personnellement, c'est encourageant de voir qu'il y a une tendance vers la baisse des prix automobiles. Les petites voitures qui consomment peu d'essence et les petits VUS sont parmi les véhicules les plus recherchés dans la province. Et fait intéressant, le véhicule le plus populaire au Québec, c'est la Hyundai Elantra, tandis que dans le reste du Canada, c'est le Ford F-150, donc 2 véhicules assez différents. À Saint-Hubert, Lily Mercure, pour Nouveau Info. En Colombie, au moins 111 personnes sont mortes et 87 ont été blessées lors d'un tremblement de terre survenu plus tôt aujourd'hui en Colombie. L'état d'urgence a été déclaré après le séisme d'une magnitude de 7,4. On parle d'au moins une vingtaine d'édifices qui se sont effondrés et des personnes sont toujours coincées sous les décombres à Cali. Et on change complètement de sujet pour parler de poutine. Et oui, parce qu'il y a un restaurant à Ashton qui a ouvert ses portes aujourd'hui au complexe Desjardins à Montréal. Les Montréalais peuvent maintenant déguster le menu emblématique de cette institution fondée en 1969 dans la région de Québec. Ce qu'on va surveiller ce soir, on est à 9 jours de la possible imposition des tarifs de 50 % au Canada. Comment ça se passe, ces négociations? On y reviendra ce soir. Alors voilà, je m'appelle Sabrina Rivet. Là-dessus, passez une agréable soirée. On se retrouve à 22h.